Je ne crierai pas aujourd'hui. Je vais faire de l'ASMR. On part aujourd'hui encore une fois sur un thread d'horreur les amis et celui-là. Oh, celui-là. Je pense que c'est l'un des plus marquants que j'ai pu lire en termes d'histoire. Vraiment, où ça m'a pris au niveau sentiment, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vous lisez l'histoire et vous dites « Waouh, c'est ultra choquant », parce que c'est choquant, c'est le terme, et parce que ça se finit très mal, vraiment. Je vous en dis pas plus, attendez de voir la fin. Ce thread d'horreur, j'ai décidé de mettre qu'une seule histoire, et j'en ai une deuxième que je raconterai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une fille française qui, au moment des faits, a 24 ans. Ça s'est déroulé en 2016 et elle a décidé de raconter cette histoire qui lui pesait lourd sur la conscience sur un subreddit. On va l'appeler Anna, ça va être plus simple, il n'y a pas son prénom et comme d'habitude on garde l'anonymat des personnes, surtout dans ce genre de situation et dans ce genre d'histoire, vous le comprenez très bien. Arrête de toucher ton micro, on t'a déjà dit tu touches pas le micro, d'accord, tu le laisses ici. Donc mai 2016, Anna a 24 ans et c'est une jeune célibataire. Elle est donc comme beaucoup de personnes attirée par les applications de rencontres parce qu'on est en 2021 à cette époque-là, pas du tout. On est en 2016, je l'ai dit littéralement il y a 2 secondes. On est en 2016, les applis de rencontre ça marche énormément, voilà, voilà, on est dans l'ère du temps quoi, on utilise la technologie actuelle pour draguer, ce qui va de soi. D'ailleurs, petite anecdote dans l'histoire, ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés grâce à Adopte un mec, quand même on en est là. Je savais même pas que des gens pouvaient fonder une famille grâce à une application de rencontre, mais croyez en vos rêves, tout est réalisable. Donc Anna traîne sur une appli de rencontre et elle va littéralement matcher avec un mec qu'on appellera Marc. Et ils commencent à discuter tous les deux et le courant passe plutôt bien. Ça fait déjà quelques semaines qu'ils parlent ensemble et ils décident donc de se rencontrer en réel parce qu'ils, bah voilà, à force de discuter, ils se disent on s'entend vachement bien et tout, ce serait bien qu'on se voit en vrai parce que les SMS, tout ça c'est relou. Anna est déjà sur place, elle arrive un peu en avance et elle voit débarquer donc Marc, vêtu d'un magnifique costume. Donc déjà, la classe, mon gars, parce que je ne porte jamais de costume, d'accord? C'est-à-dire que même si je suis invité à un mariage, j'ai pas de costume. Dans le pire des cas, je mets une chemise et j'ai l'impression de ressembler à rien. Et pour augmenter un petit peu la classitude du mec, ça veut dire qu'il arrive costard, avec une boîte de gâteaux dans laquelle se trouve le gâteau préféré d'Anna. Il avait retenu cette petite information pendant un échange de messages, et il s'est dit, voilà, petite attention cool, je vais y apporter son gâteau préféré, ça lui fera plaisir. La classe, vraiment la classe. Il lui sort le grand jeu, restaurant, voilà, apéro, enfin dans l'autre sens plutôt. Et la soirée se passe plutôt bien, elle est super contente, mais Anna, elle a un petit sentiment de quelque chose qui la gêne. Et elle sait pas quoi pour l'instant, mais il y a un petit truc qui la bloque. C'est plus dans le genre où il a des phrases ou des mimiques qui vont dire à son instinct à Anna, fais gaffe quand même. Mais il est cool et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, on est dans la méfiance, c'est normal, faut se méfier de tout le monde, on est d'accord. Dans le genre de choses qui va l'interpeller, c'est par exemple quand elle va lui dire « J'aime beaucoup ton costume » et qu'il va lui répondre de manière très très brève, ça veut dire que c'est pour lui une réponse normale, il va lui dire « Oui, c'est le costume que je portais à l'enterrement de la mère d'un pote. » C'est bizarre. Mais après, voilà, c'est bizarre, mais je veux dire... on va pas juger quelqu'un sur une phrase. Et après, Anna, elle le connaît déjà un petit peu virtuellement, elle a énormément parlé avec lui, tous les jours depuis des semaines, et elle sait que c'est un mec qui est un peu différent des autres, enfin un peu original, quoi. Il se démarque un peu des autres mecs avec qui elle a parlé. Elle sent qu'il a une personnalité. Donc voilà, ça la choque pas plus que ça, mais elle a retenu quand même cette phrase en se disant, ouais, bizarre de sortir ça aussi brièvement, même pas sur un ton humoristique, quoi. Donc ils décident de mettre en place un deuxième rendez-vous et ils se disent bon bah écoute quand est-ce que tu veux qu'on se revoie? Et Marc lui dit bah écoute quand tu veux sauf le lundi. Le lundi je ne peux jamais être disponible le lundi, je peux pas t'en dire plus pour le moment, mais je t'en parlerai plus tard. Là elle se dit ok, et elle essaie de savoir du coup pour quelle raison il peut pas le lundi, elle se dit je sais pas, peut-être qu'il travaille, il y a un truc, il va à la salle ou je sais pas, il y a un truc ce jour-là, mais il lui dit non je suis désolé, je peux rien te dire pour l'instant, mais le lundi pour moi c'est mort donc on va choisir un autre jour. Et il continue à se voir et tout se passe bien et Anna explique que la situation commence à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire qu'ils deviennent un couple sérieux, quoi, vraiment, où ils ont leurs habitudes, ils se voient très régulièrement, mais Marc ne veut toujours pas lui expliquer pourquoi il n'est pas dispo le lundi. Ça reste un mystère. Et Anna, ça la gêne, mais d'un côté, ça lui donne un petit charme. Voilà, il y a une petite part de mystère qu'elle aime bien, mais en même temps, elle a envie de savoir. Parce que putain, Marc, tu fais chier.
Il y a quoi lundi? Il y a téléfoot en rediff? Il y a quoi? Explique-nous, Marc, c'est bizarre. Leur relation, comme je disais, devient de plus en plus sérieuse et ils commencent à passer leur première nuit ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir de plus en plus bizarre et que les choses vont s'accélérer immédiatement. Première nuit qu'ils passent ensemble. Ils sont dans un appartement type T1 ou F1, je sais pas c'est quoi la diff entre les deux, mais c'est une pièce, d'accord? Ils dorment dans un clic-clac, donc vraiment c'est très petit, et c'est petit. J'ai rien d'autre à dire. Anna est en train de dormir, et tout à coup, en pleine nuit, elle va se réveiller, comme beaucoup de gens, t'as envie de pisser, ou t'as envie de manger un gâteau, plein de gens mangent des gâteaux la nuit, c'est quoi votre problème? Manger le jour. Bref. Du coup, elle ouvre les yeux, et là, tout de suite, elle voit Marc qui est assis à table. Donc la table se trouve dans la même pièce qu'elle, vu que c'est une pièce, d'accord? Et il y a clic-clac, et il est assis à la table, en train de fumer une clope, il est dans la pénombre. Donc Anna, elle lui demande, elle dit, bah tu dors pas? Et il lui répond juste, non, je suis insomniaque, tu es belle quand tu dors. Il lui répond ça. Il lui répond juste ça. La journée se passe, etc. Le soir, ils redorment ensemble. Deuxième nuit qu'ils vont passer ensemble. Et Anna explique que c'est le même scénario. C'est-à-dire qu'elle va se réveiller dans la nuit. Elle va revoir Marc assis à côté de la table en train de fumer une clope dans la pénombre, vraiment dans l'obscurité. Et même scénario, il lui dit non, c'est que t'es belle quand tu dors, je suis insomniaque, etc. Deux fois bizarre. Bon, bref. Troisième nuit qu'ils vont passer ensemble. Le scénario se répète encore. Je vous redis pas ce qui se passe. Vous l'avez compris. Marc assis dans la pénombre en train de fumer une clope. Bref, c'est bizarre, c'est chelou comme situation. Donc là, Anna commence à se sentir un peu mal à l'aise avec ce genre de situation qui s'accumule. Une fois ça passe, 3 fois c'est bizarre. Donc elle va se méfier un petit peu de tout. Et un jour, Marc va lui tendre un livre dans lequel il y a 400 questions qu'il pose à Anna. Et elles sont toutes numérotées une par une. Et il dit à Anna, tu dois répondre à toutes ces questions à l'écrit à côté de chacune de mes questions. Donc là déjà, c'est bizarre. C'est un enquêteur du FBI ou quoi? C'est quoi son problème? Ben, pourquoi il fait ça? Donc elle se dit, c'est ultra chelou, s'il a une question à me poser, il me la pose. Puis en général, t'as pas 400 questions à poser, c'est trop bizarre. Bref, là, elle sent qu'il y a un truc de plus en plus louche. Et finalement, elle va trouver dans son appartement une petite boîte qu'elle avait déjà remarquée, mais à laquelle elle n'avait pas fait spécialement attention. Elle décide alors d'ouvrir cette petite boîte, et à l'intérieur, elle va trouver des mégots de cigarettes lui appartenant à elle, parce qu'il y a des traces de rouge à lèvres dessus, des cheveux à elle, à Anna, dans la boîte, et elle va même le surprendre en train de ramasser tous les cheveux dans l'appartement que Anna perdait. Ça fait maintenant 3 semaines qu'ils sont littéralement ensemble, en couple. Elle trouve que Marc s'attache beaucoup trop vite à elle sur plein de choses, et tous ces comportements bizarres qu'il a eus remet en doute tout ce qu'elle pense de Marc. Elle sent très bien que c'est une situation qui va pas évoluer, ou si elle évolue ce sera pas en bien, donc elle décide immédiatement, très très bon réflexe d'ailleurs, de mettre fin à cette relation et de percer l'abcès en lui disant écoute, on va s'arrêter là parce que ça va trop vite pour moi, je peux plus. Marc est pris au dépourvu et il va immédiatement lui dire écoute, je peux t'expliquer ce que je fais les lundis. Et là, gros blanc, du coup, elle se dit ok, d'accord, tu fais quoi le lundi? Et il va lui dire qu'il est malade, il a été diagnostiqué d'une maladie mentale très lourde. Elle veut pas donner le diagnostic exact pour pas qu'il y ait de jugement sur les personnes qui peuvent lire le subreddit, ce que je peux comprendre. Et du coup, voilà, il dit qu'il est pas là dû à cette maladie. Et donc, il lui dit si tu veux, tu peux regarder mon dossier là, tu peux ouvrir, tu verras toutes les informations intérieures, je ne te mens pas. Donc tous les lundis, il a des rendez-vous en fait dans un groupe de personnes qui ont les mêmes problèmes, et ils discutent de tout ça pour justement essayer de remédier, de faire en sorte que ça aille mieux. Et il explique aussi qu'il est sous tutelle car il est considéré comme irresponsable. Beaucoup de gens sont sous tutelle et considérés irresponsables. C'est pas un problème en soi, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire chez quelqu'un. Ne vous dites pas, tiens, il est sous tutelle, c'est un psychopathe. Pas du tout. Alors attention, pas d'amalgame, pas de jugement comme ça. Attention à ce qu'on fait. Attention, je m'énerve, d'accord? Anna décide donc de pas regarder son dossier. Elle estime que ça ne la regarde pas du tout. C'est trop intime, c'est trop personnel. Mais du coup, elle a pris sa décision. Elle va le laisser. Marc n'est pas la personne qu'elle attendait en fait. Elle se rend compte qu'il y a des choses qu'elle découvre petit à petit qui ne lui plaisent pas. C'est les goûts, c'est voilà. Ça se discute pas. Bref, laissez Anna tranquille. Elle fait ce qu'elle veut. Merde.
Sauf que là, Marc va littéralement péter un plomb. C'est-à-dire qu'il va commencer à faire des bruits de fauve. Il va sauter partout dans l'appartement, il va tout péter. Il va même balancer un couteau de cuisine par la fenêtre. Et comme Anna le dit, heureusement que personne n'est passé à ce moment-là. Et il va finir par s'exploser une théière sur la tête. Il va se cogner la tête sur une théière. Donc Anna le décrit légèrement physiquement et elle explique qu'elle est face à un mec d'1m85 qui est littéralement en train de péter les plombs. Donc elle sait pas quoi faire, elle a peur. Et en même temps, elle veut pas le laisser comme ça. Donc elle va essayer de le calmer comme elle peut en lui disant écoute, assis-toi, calme-toi, nanana. Elle va essayer de discuter avec lui. Marc va s'asseoir sur le sol et c'est à ce moment-là qu'elle va entendre la pire phrase qu'elle a jamais entendue de sa vie. Elle dit que c'est vraiment le truc qui l'a plus traumatisé de toute son existence. Depuis ces dernières 24 années, Marc regarde par terre et il va dire à Anna, tu sais, si je devais tuer quelqu'un un jour, je lui ouvrirais le ventre, j'enroulerais ses entrailles autour de mes poignets et je lui arracherais le cœur pour le manger. Et il lève la tête, il regarde Anna avec un petit sourire qui lui glace le sang, d'accord? Là, elle est littéralement en train de croire qu'elle vit ses derniers instants et que il va la tuer, clairement. Elle va alors, dans la panique, courir dans la salle de bain et s'enfermer à clé et elle va appeler son meilleur pote. Pas son meilleur pote à elle, mais le meilleur pote à Marc, parce qu'elle le connaît du coup, vu qu'ils sont ensemble depuis un petit moment. Et elle va l'appeler en lui disant s'il te plaît, viens chez Marc, il est en train de péter les plombs, je ne sais pas quoi faire, il faut que tu viennes le calmer. Son meilleur pote à Marc va débarquer 10 minutes après, il va réussir à le calmer et à faire en sorte de le motiver à retourner en hôpital psychiatrique, et je dis bien retourner, parce que du coup il va expliquer à Anna que c'est un habitué des hôpitaux psychiatriques, que c'est un habitué et qui sort déjà d'un hôpital psychiatrique récemment, parce que du coup il allait mieux, et le problème c'est quand il prend pas les médicaments qui sont adaptés à son état de santé, son état se dégrade et il pète littéralement les plombs. Donc Marc a suivi les conseils de son pote, il s'est fait réinterner en hôpital, mais l'histoire ne s'arrête pas là, non. En étant dans l'hôpital psychiatrique, elle s'est dit, Anna, qu'elle allait être tranquille, que du coup elle aurait plus de peur, parce que du coup elle avait quand même peur de sortir et de le recroiser, elle savait pas ce qu'il allait faire. Mais même en étant à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, il arrivait à harceler Anna. Il était interné partiellement, c'est-à-dire qu'il avait des droits de sortie, c'est ce qui la faisait flipper. Il arrêtait pas d'envoyer des messages à Anna en lui disant qu'elle était suivie par la mafia, qui était sous les ordres de Marc. Il lui envoyait des vidéos de lui en train de chanter des trucs ultra bizarres et menaçants. Il lui disait qu'il allait la retrouver pour la tuer, clairement. Elle recevait même des photos de scarification qu'il se faisait lui-même, et des menaces de suicide. Enfin bref, c'était très lourd. Il l'appelait parfois au téléphone et il lui disait qu'il venait de se couper les veines et qu'il était en train de mourir parce qu'elle voulait pas revenir avec lui. Elle a commencé à réellement flipper quand il lui a dit que pendant ses sorties, parce qu'il avait le droit de sortir, il avait des temps de sortie, il avait réussi à la suivre et à trouver son adresse. Ce qui peut paraître normal, enfin vous vous dites vu qu'ils étaient déjà ensemble, il savait pas où est-ce qu'elle habitait, ils avaient jamais été chez elle, donc il avait pas l'adresse d'Anna. Donc elle disait que c'était impossible qu'il ait récupéré son adresse et qu'il la suive. Elle a commencé à prendre ça au sérieux quand il lui a expliqué qu'elle avait un très bel arbre dans son jardin. Chose qui était vraie parce qu'elle avait un très beau cerisier dans son jardin. Et elle s'est rappelé qu'elle l'avait peut-être déjà dit lors d'une conversation et qu'il l'avait sûrement noté dans son carnet. Et il l'avait peut-être pas suivi, mais il avait ressorti des infos qu'il avait déjà pour la faire flipper. D'ailleurs, le pote de Marc a recontacté Anna un peu plus tard en lui disant qu'il avait mis la main sur son carnet de notes à Marc, dans lequel il y avait un nombre incalculable d'informations sur Anna, des trucs hyper perso, tous les détails qu'il connaissait sur elle avaient été notés. Alors, elle décide donc d'aller porter plainte à la police. La police va mettre un coup de pression à Marc. Et ça ne marchera pas du tout. Il s'en bat les couilles des menaces des policiers, il en a rien à foutre. Il est déjà interné en hôpital psychiatrique, ils peuvent rien faire de plus. Elle va donc alors changer de numéro de téléphone portable, supprimer tous les contacts qu'elle a avec lui, les applications, etc. et couper les ponts une bonne fois pour toutes avec Marc. Pendant 5 ans, elle va vivre avec la peur au ventre à chaque fois qu'elle sort dans les rues de croiser Marc et de ne pas savoir ce qu'il va lui faire. Le père d'Anna a décidé même d'appeler la mère de Marc. Ils avaient réussi à avoir un contact ensemble lors de son internement pour lui dire que Anna flippait et qu'il fallait peut-être faire quelque chose si elle pouvait l'aider. Et la mère de Marc lui a avoué qu'avec sa fille, ils avaient déménagé tellement ils avaient peur de lui. Donc même sa propre mère et la sœur de Marc avaient fui Marc. Ils savent plus quoi faire. Elle explique quand même que pendant les 5 ans où elle vivait avec cette peur de croiser Marc, elle l'a croisé 2 fois, mais à chaque fois elle a réussi à se planquer et il l'a pas vu, donc ça allait passer entre les mailles du filet. 3 ans plus tard, elle reçoit un mail ultra creepy de la part de Marc. Elle pensait que c'était fini. Marc lui envoie un mail hyper bizarre en lui disant qu'il pense encore à elle,
qu'il dort avec elle toutes les nuits. Alors elle dit un vrai cauchemar parce qu'elle voulait plus entendre parler de lui et elle reçoit un mail bizarre comme ça, elle pensait que c'était fini, voilà, c'était du passé, elle voulait vraiment oublier cette histoire. Et non, il est écrit en disant qu'il pense encore à elle, donc elle, forcément, elle se dit merde, s'il pense encore à moi, se dire que si je le croise, il peut potentiellement se passer un truc. Elle explique même qu'elle fait des cauchemars toutes les nuits où elle voit Marc en train de tuer des gens de sa famille, etc. C'est devenu une obsession. Et que du coup, elle a pris l'habitude de chercher sur Google le nom et prénom de Marc pour voir s'il a pas fait une connerie, parce qu'elle reste persuadée qu'un jour il va tuer quelqu'un. C'est triste à dire, mais elle veut voir s'il est passé à l'acte et du coup, s'il a été emprisonné ou... Et il y a 3 mois maintenant, donc là on parle d'une histoire qui date quand même de 2016, mais il y a 3 mois de ça, avant d'écrire ce subreddit, elle a fait une petite recherche encore de son nom et prénom sur Google. Je vous dis que c'était une vraie obsession, c'est-à-dire que même là, encore récemment, elle regarde voir s'il a pas tué quelqu'un, s'il a pas fait une connerie. Et malheureusement, elle est tombée sur l'acte de décès de Marc. Donc elle ne connaît absolument pas les circonstances de sa mort, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle suppose une overdose ou un suicide du fait qu'il avait de gros problèmes psychologiques, très lourds. Donc elle explique qu'elle n'a pas sauté de joie, elle a eu beaucoup de peine pour lui et pour sa famille surtout parce que c'est quelqu'un d'intelligent, Anna, et elle a su faire la part des choses, elle a très bien compris que Marc était malade et que c'était pas clairement de sa faute s'il était dans cet état-là. Donc sûrement pas assez surveillé, sûrement pas assez encadré. C'est très difficile d'encadrer des gens comme ça au quotidien, H24, c'est très dur de faire en sorte qu'ils prennent leurs médicaments tout le temps. Je parle en connaissance de cause plus ou moins parce que dans ma ville, j'ai beaucoup de gens, enfin beaucoup, il y a une poignée de personnes qui sont peut-être pas aussi malades que lui, mais qui ont des troubles psychologiques, je pense pas me tromper sur ce que je dis, et qui ne prennent pas leurs médicaments des fois, et on les voit qui pètent les plombs littéralement dans la rue, qui vont se mettre à gueuler sur tout le monde, ou qui vont se promener à moitié à poil, ou dans des déguisements chelous. Ils sont pas spécialement méchants, je pense pas qu'ils feraient du mal à une mouche, mais on voit que quand ils prennent leurs médocs, ils vont bien, quand ils les prennent pas, et ils pètent un câble. Donc j'arrive à comprendre un peu cette situation. Un peu, je dis bien un peu, attention, je l'ai pas vécu. Mais bref, la fin de l'histoire, Marc est décédé, Anna a été triste d'apprendre qu'il était décédé parce que forcément, c'est quelqu'un qu'elle avait quand même un peu apprécié dans le passé, elle l'a détesté par la maladie, mais elle reste humaine avec un cœur, donc ça lui a fait mal de savoir ça, mais elle est soulagée de savoir que elle a plus cette pression constante. Attention, elle est pas heureuse de sa mort, c'est pas ce que je veux dire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais du coup, forcément, elle a un soulagement de se dire, voilà, j'ai plus cette pression constante de savoir si Marc va encore me sauter dessus au coin de la rue, mais elle est très très attristée de cette nouvelle qu'elle a appris par internet. En bref, lorsque vous rencontrez des gens via les réseaux sociaux, il y a une grosse différence entre ce que les gens vont vous dire par écrit et ce qu'ils sont réellement parfois. Pas tout le temps, heureusement, il y a des gens qui sont cool, des gens qui sont gentils et qui vont vous parler en SMS comme en vrai, mais voilà, il faut toujours faire très attention à qui on rencontre. J'espère que cette histoire tragique et horrible et en même temps triste vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je rigole de nerfs là, d'accord? De tristesse, je sais pas pourquoi. Bref, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, les amis. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner aussi, d'activer la cloche de notification, de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Mon micro, qu'est-ce qu'il fait? Excusez-le. À bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Pas le bon bouton, ça.